Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Myriam Gablier. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons avec Myriam aux rencontres Sciences et Conscience à Haut-Villars. Et donc Myriam, vous avez écrit un livre, Les mystères de la conscience, et vous venez faire une conférence et présenter ce livre aujourd'hui. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam, c'est rigolo d'être interviewée par une Myriam. Oui, c'est effectivement. Deux Myriam avec vous aujourd'hui. De Myriam avec vous. Et en plus, nous avons un petit point commun puisque vous étiez aussi journaliste dans une première vie, on pourrait dire. Alors oui, en fait j'étais journaliste dans une deuxième vie et je suis actuellement dans une troisième phase de ma vie professionnelle. Mais effectivement, à un moment donné, j'étais journaliste, notamment pour le magazine Inexploré, le magazine de l'INRES, ou un autre magazine qui s'appelle Médecine extraordinaire, qui est édité par Biosanté en Suisse. Et j'ai aussi travaillé pour le magazine Native, dont Jocelyn Morisson est rédacteur en chef, qui interviendra aussi lors de ce colloque à Haut-Villars. Alors Myriam, votre livre, vous l'avez écrit, il est sorti cette année? Alors, il est sorti en 2019 et il est sorti en poche, en version poche cette année, en mai donc, 2023. Et c'est chouette parce que ça permet de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Et ce livre, il a une histoire un peu particulière parce que c'est pas une idée de moi au départ. En fait, c'est une des éditrices de chez Hachette qui a lancé la collection Le Lotus et l'éléphant, qui s'appelle Séverine Corson-Schneider, qui a eu l'idée d'un livre sur la conscience. Alors pourquoi un livre sur la conscience? Parce qu'on entend beaucoup parler du mot conscience et des fois, on ne sait plus trop en fait, de quoi on parle. C'est-à-dire que le mot conscience, c'est un peu comme un mot fourre-tout dans lequel on va mettre plein de choses. Et donc son idée, c'était d'avoir un livre qui permet de donner des outils accessibles pour permettre à tout un chacun de comprendre de quoi on parle quand on parle de conscience et surtout de comprendre qu'il y a plein de façons de rentrer dans la conscience et d'avoir des billes, des repères, des cartographies pour pouvoir se situer face à cette notion qui est fondamentale. C'est-à-dire que la conscience est essentielle, hein, c'est ce qui se donne à vivre en nous tous les jours, à chaque instant, maintenant. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc ce livre, c'est vraiment un outil pratique. C'est des petits blocs textes, c'est des histoires, c'est des cas. Donc c'est assez facile d'accès et ça permet voilà, de bien s'aiguiller face à Oui. cette notion. Oui, nous avions Alain Cagnati, l'organisateur des rencontres d'Haut-Villars, rencontres Sciences et Conscience, avait déjà présenté ce livre dans une première interview et il le trouvait fascinant. Vous abordez un peu tous les sujets, la prémonition, la télépathie, la voyance, le rêve, qui est le thème d'aujourd'hui, le rêve prémonitoire, pardon, et les sorties de corps, etc. C'est vaste en Alors fait. en fait, effectivement, ce livre est composé de deux parties. La première partie, c'est vraiment plus sur la notion de conscience en tant que telle, avec des données historiques, philosophiques, psychologiques, scientifiques. Et la deuxième partie, je vais explorer les états élargis de la conscience et les phénomènes hors normes de la conscience. Donc c'est très... j'ouvre vraiment le champ de la conscience au plus vaste possible, en fait, hein. Je vais vraiment tout explorer. Et effectivement, donc dans cette deuxième partie, je parle, bah oui, de tous les phénomènes hors normes, télépathie, voyance, précognition, psychokinèse, sortie de corps, expérience de mort imminente. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont abordées avec un contenu qui est très sourcé, donc qui permet au lecteur d'aller vérifier. Et puis surtout, c'est un résumé qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas bien ces sujets d'avoir des infos pratiques, accessibles, et puis surtout un bon résumé, en fait, d'avoir les connaissances de base par rapport à ces sujets-là. Alors ce livre, il y a dans ce livre une préface écrite par Frédéric Lenoir. Ce n'est pas rien quand même. Oui, Vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé? alors c'est dans cette deuxième vie dont je parlais où j'étais journaliste, notamment quand je travaillais pour Inexploré et INRES, j'ai été amenée à interviewer Frédéric Lenoir à 3 ou 4 reprises. Et voilà, je pense qu'il a apprécié mon travail. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai sollicité pour écrire cette préface et il a dit oui. Donc, j'étais très, très touchée parce qu'évidemment, c'est sûr que voilà, c'est vraiment enrichissant de pouvoir avoir une préface de lui. Enfin, ça a vraiment porté cet ouvrage
voilà, des espaces de publication, dans des lieux, dans des librairies, dans lesquels il n'aurait peut-être pas été s'il n'y avait pas eu cette préface. Alors Myriam, on est quand même là pour parler de votre parcours. Vous avez écrit sur la conscience, vous êtes passionnée depuis de nombreuses années, on l'a compris. Est-ce il y a eu un moment où ça s'est passé dans votre vie ou c'est depuis votre jeunesse, cette attirance pour ces sujets pas si communs que ça? Alors, il se trouve que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis née de parents qui étaient déjà en recherche d'une nouvelle façon de voir le monde. Donc, je suis née en Afrique noire. Et quand on est rentré en France, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, très vite, ils se sont vraiment ouverts au sujet qui relève de ce qu'on appelle le nouveau paradigme, c'est-à-dire tout ce qui est développement personnel, spiritualité, psychologie, nouvelle vision de la science. Enfin, il y a vraiment... donc moi, j'ai grandi dans un milieu assez alternatif qui était déjà porteur de ces valeurs-là. Donc, quelque part, c'est un petit peu mon référentiel à moi. Et ensuite, j'ai fait des études d'homéopathie uniciste en Angleterre, donc un cursus qui a duré 3 ans. Je suis rentrée en France et là, j'ai fait des études de thérapie psychocorporelle parce qu'en fait, je suis vraiment une passionnée du corps et de la relation corps-esprit. C'est vraiment le fil rouge de toutes mes recherches. Et là, j'ai fait un cursus donc, en thérapie psychocorporelle qui a duré 5 ans, que j'ai renouvelé en tant qu'assistante de formation. J'ai été très impliquée dans le milieu de la méthode que j'ai apprise, qui est la psychologie biodynamique. Donc, j'ai coécrit un livre sur la méthode avec le directeur de l'école. J'ai été présidente de l'association professionnelle pendant 5 ans. Et puis, j'ai été thérapeute pendant une bonne dizaine d'années. Et par la suite, en fait, comme je suis quand même on va dire une passionnée, c'est comme ça, j'aime continuer la recherche, et ben je suis devenue journaliste. Après avoir écrit le livre sur la psychologie biodynamique, j'ai écrit des articles, et là, en fait, la vie m'a répondu. Je suis rapidement devenue journaliste pour Inexploré. Donc c'est là où je suis rentrée dans ma deuxième phase de vie. Donc la première était vraiment d'être psychothérapeute et dans la pratique clinique, dans l'accompagnement des gens en individuel. Enfin, c'était vraiment très très riche. Ensuite, je suis devenue donc journaliste. J'ai écrit vraiment un grand nombre d'articles et coécrit ou écrit plusieurs ouvrages. Et là, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait. Donc, j'ai repris des études et j'ai fait un master de philo en phénoménologie. Donc, c'est vraiment comment la philosophie valorise la subjectivité, c'est-à-dire le fait qu'on vit des expériences et que c'est à partir de là qu'on aborde le monde. Donc, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et du coup, ensuite, on m'a proposé donc d'écrire ce livre sur la conscience. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis doctorante en histoire parce que je continue la recherche. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me stimule. Je suis une grande curieuse. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis doctorante en histoire à l'École pratique des hautes études à Paris. Et je continue à approfondir donc, le thème de la relation entre le corps et la conscience, puisque voilà, je traite de comment l'Occident au XXe siècle, a traité l'hypothèse de la survie de l'âme. Donc, comment, en gros, on a essayé de se débarrasser de l'hypothèse de la survie de l'âme et quels sont les modèles alternatifs qu'on a proposés. Donc, c'est assez technique, mais c'est passionnant. Eh bien, c'est le moment de la première pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio Bulle au 93.6, votre radio de la Genève. Myriam avec vous, en compagnie de Myriam Gablier, qui a écrit le livre Les mystères de la conscience, une ancienne journaliste qui est également psychothérapeute. Vous avez beaucoup de casquettes, Myriam, on vous a présenté tout à l'heure. Je rappelle que nous nous trouvons toujours à Auvillard pour les rencontres Science et Conscience. Alors Myriam, vous aimeriez nous parler d'un autre livre que vous avez écrit et qui parle du corps. Oui, parce que c'est vrai que dans mes multiples casquettes, donc je suis formatrice en thérapie psychocorporelle et co-directrice donc d'un institut de formation en thérapie psychocorporelle et psychopraticienne. Donc il y a vraiment, pour moi, la dimension du corps a toujours été présente dans mon travail puisque c'est vraiment le corps et la relation avec l'esprit qui est le fil rouge de mes recherches. Et donc là, cette fois-ci, je me suis plongée pour ce nouveau livre qui s'appelle Un corps extraordinaire, je me suis plongée dans la question du corps. C'est-à-dire que dans notre culture, on a une vision du corps qui est celle d'une machine biologique
qui est certes complexe, mais que la science pourra expliquer un jour. Or, en fait, quand on fait un survol historique de la notion du corps à travers les cultures et à travers les âges, et quand on se penche sur ce que les sciences récentes ont découvert, notamment les sciences de la complexité, la théorie du chaos, les sciences quantiques, on se rend vite compte que cette vision d'un corps matériel qui obéirait simplement à des lois naturelles n'est pas recevable en fait. Le corps, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et surtout, c'est un phénomène sensible, c'est un phénomène émotionnel, c'est un phénomène psychique. Donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on est confronté à la nécessité de repenser radicalement le corps pour penser un corps conscient ou une conscience incarnée. Mais il n'y a plus de séparation entre le corps et la conscience. Donc c'est assez révolutionnaire. Et ce projet de repenser le corps est en train de devenir... En fait, ça fait quelques décennies qu'on voit que la question du corps est de plus en plus importante, qu'elle est de plus en Oui, plus mobilisée dans les médias. On a de plus en oui, plus d'approches avec la méditation, le yoga et toutes les thérapies psychocorporelles, le massage. On voit que la question du corps en Occident est de plus en plus prise en oui. compte, et tant mieux. On le voit bien, on le sent. Le corps reprend sa place, Voilà, effectivement. et c'est ça. Et c'est donc ce livre, c'est vraiment le projet de ce livre, c'est de montrer combien le corps est central à notre être, qu'on ne peut plus mettre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et j'illustre ça aussi avec plein d'exemples de phénomènes hors normes du corps, des performances exceptionnelles du corps. Donc c'est assez passionnant aussi de plonger dans tous ces exemples qui montrent que bah, finalement on ne sait pas c'est quoi le corps, et Oui. surtout il est capable de faire des choses justement extraordinaires. Alors justement, est-ce que vous pouvez, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous en donner un ou peut-être deux de ces exemples? Ben, on a par exemple toutes ces personnes qui sont capables de survivre en conditions extrêmes. On a des gens qui ont brisé les records quant à la possibilité de résister au froid ou à la chaleur ou à la douleur. Mais on a aussi des cas beaucoup plus extrêmes qui consistent à étudier par exemple euh, la survie du corps au-delà de la mort, c'est-à-dire que quand quelqu'un décède, des fois son corps reste intact. Ah ben alors, si je peux me permettre, il y a quand même pas mal d'exemples de grands saints ou de sages. Exactement. Oui. C'est-à-dire Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, pour commencer, son corps est resté intact pendant des siècles. C'est-à-dire qu'on dit qu'il ne s'est pas corrompu, il ne s'est pas dégradé. Et donc on a là un phénomène corporel qui est encore incompris, mais qui montre bien en fait qu'on a affaire à un corps qui est mystérieux, c'est-à-dire à un corps qui a des capacités qu'on ne comprend pas encore. Et ces capacités semblent nécessiter de vraiment réinclure l'esprit dans le corps, c'est-à-dire de montrer que finalement, la posture qui consiste à dire que le corps c'est juste quelque chose de matériel, ça ne tient plus en fait. Il y a vraiment besoin de révolutionner profondément notre vision du corps. Alors, on vous sent vraiment passionné par ce thème du corps qui est relié à l'esprit, en fait. Vous avez une longue expérience vous me disiez, de psychothérapeute, vous passez par le corps. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous accompagnez les gens à travers leur corps? Eh bien, effectivement, donc moi je travaille en psychocorporel, donc on inclut le corps dans le travail thérapeutique, c'est-à-dire que les gens viennent. Bien sûr, il y a un temps de parole pour qu'ils puissent expliquer pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quelle est leur problématique. Mais on va ensuite mobiliser des outils. On a une vaste palette d'outils qui peuvent inclure le corps. C'est-à-dire, de toute façon, l'action centrale de notre approche, c'est de sentir. C'est-à-dire de permettre à la personne de sentir ce qui se passe en elle pour que ces vérités profondes puissent émerger. Et sentir, ça veut dire principalement être en contact avec son corps, parce que c'est vraiment le corps est notre base, c'est vraiment la base de notre existence, et c'est vraiment à partir de lui, en fait, c'est le chaudron alchimique dans lequel tout se produit. Donc revenir au corps, c'est très intelligent, parce qu'il se souvient de ce qu'on a vécu, parce qu'il est porteur d'une intelligence et d'un savoir absolument surprenant, et surtout, il est capable d'opérer des régulations, c'est-à-dire il est capable d'opérer des nettoyages ou des prises de conscience ou des régulations ou des guérisons. C'est vraiment le corps en fait qui nous permet de changer
toutes les mémoires, Profondément. voilà, toutes les mémoires qui sont engrammées en nous. Tout à Par fait. exemple, nous, on dit que s'il n'y a pas de changement physiologique, il n'y a pas de changement valable dans le temps. C'est-à-dire, c'est vraiment quand on arrive à changer ce corps vivant, ce corps conscient, qui n'est pas juste un corps matériel, hein, je le redis, quand on arrive vraiment à changer ce corps énergétique, ce corps informationnel, qu'on arrive à changer cette structure de base, ce chaudron, qu'on a des changements qui sont intéressants. Est-ce que vous abordez la notion d'âme par rapport à cette dualité corps qui a été faite avant, corps, âme, esprit? Maintenant, pour vous, tout ça, c'est inclus dans la même Voilà, enveloppe? voilà, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas dualiste du tout. Je ne mets pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Ces questions ont vraiment besoin d'être revisitées. Et il est probable qu'il y ait plutôt besoin de penser un dégradé, en fait, entre des formes qui sont très densifiées dans l'espace-temps et des formes qui vont être de plus en plus diffuses dans l'espace-temps et de plus en plus subtiles. Donc, c'est vraiment des questions assez complexes. Mais c'est clair que ce que les chercheurs avant-gardistes de ces dernières décennies, voire de ce dernier siècle, disent tous qu'il faut vraiment réunir le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'il y a le corps d'un côté et l'âme de l'autre. C'est-à-dire que ça ne tient pas. Parce que, évidemment, la question du corps et de l'esprit est née quand on a essayé de penser le phénomène de la mort. C'est-à-dire qu'on constate que quand quelqu'un décède. Qu'est-ce que la personne devient, effectivement? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devient inerte et possiblement, peut-être, il y a quelque chose qui survit au-delà de la mort. Mais la question, c'est surtout de voir que c'est pas, la mort ne permet pas de mettre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. C'est-à-dire que si on prend l'hypothèse qu'il se passe quelque chose au-delà de la mort, il est possible qu'il y ait des formes de matière ou d'énergie qui poursuivent leur chemin. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que la matière fait qu'il y a un corps qui reste derrière et que l'âme continue. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment trop simpliste, en fait. Oui. Après ce vaste sujet, nous allons revenir sur Terre et faire une deuxième pause musicale pour nous retrouver tout de suite après en compagnie de Myriam Gablier. Vous êtes bien sur Radio Bulle au 93.6, votre radio de la Genée. Myriam avec vous, toujours en compagnie de Myriam Gablier. Myriam Gablier, auteure des Mystères de la conscience et de son dernier livre, Un corps extraordinaire. Nous sommes à Haut-Villard pour les rencontres Science et Conscience. Alors Myriam, vous nous avez parlé de vos livres, vous êtes passionnée par les thèmes que vous abordez, vous nous avez présenté votre parcours avec plein de casquettes, mais nous n'avons pas tellement parlé des rencontres, des grandes rencontres qui vous ont permis d'aborder tous ces sujets, parce que ça ne vient pas de nulle part, toute cette passion et toutes ces notions. Alors, comme je le disais, donc déjà, j'ai grandi dans un milieu qui était porteur de tous ces intérêts-là, donc c'est un petit peu ma culture. Et par la suite, je pense que ce qui m'a notamment beaucoup enrichi, c'est que j'ai beaucoup voyagé. C'est-à-dire j'ai voyagé très jeune, donc comme je l'ai dit, je suis née en Afrique noire, et puis par la suite, j'ai voyagé en Asie ou dans toute l'Europe, un peu en Afrique. Et ça a vraiment décalé mon regard. C'est-à-dire que quand on sort de l'Europe et qu'on voit qu'on est exposé à d'autres façons d'aborder la réalité, d'autres façons d'aborder le monde, et qu'on voit aussi que tout le confort dont on jouit en Europe n'est absolument pas garanti et que c'est quelque part vraiment un privilège, ben ça fait vraiment réfléchir sur les choses essentielles de la vie. Oui. Ça fait décaler le regard, ça fait réfléchir parce que, bon, par exemple en Asie, ils sont très tournés vers la spiritualité. Donc moi, ça m'a vraiment enrichi, ça a vraiment élargi l'horizon et ça a été très important pour moi. Après, je pense que les autres rencontres qui ont été importantes, c'est lors de mes études, de mes enseignants en thérapie psychocorporelle, ensuite en tant que journaliste, tous les experts que j'ai été amenée à interviewer. Et si je devais nommer certains d'entre eux, je pense que je nommerais le professeur Nathalie Deprat, qui est un professeur de philosophie, qui est très érudit et spécialiste de phénoménologie. Et en fait, elle a beaucoup travaillé avec un scientifique qui s'appelle Francisco Varela et qui lui-même a fondé le Mind and Life Institute avec le Dalai Lama. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi et beaucoup étudié la conscience, vraiment dans
acceptation la plus vaste. Et ça a été incroyablement enrichissant de pouvoir étudier avec elle. Donc c'est elle qui m'a dirigée dans mon master de philosophie et qui m'a vraiment permis de changer de système de pensée. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on est très conditionné dans notre culture à penser les choses d'une certaine façon, soit matérialiste, soit dualiste. La fameuse pensée unique. Voilà, et alors qu'il faut aller vraiment au-delà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, d'une certaine manière, réenchanter le monde, d'une certaine manière, penser que tout est corps et esprit en même temps. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un institut de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment il s'appelle, où il se trouve? Oui, effectivement. Donc, je suis co-directrice d'un institut de formation qui s'appelle Arborescence et qui est basé à Dijon et qui est un institut de formation en thérapie psychocorporelle. Donc, on a des stages qui sont ouverts à tous. On a des cycles de formation pour des thérapeutes qui ont envie de venir se spécialiser sur un outil spécifique. Et on a un cycle de formation. Donc, on forme des thérapeutes psychocorporels avec une approche qui est assez riche parce que justement, on a choisi le mot arborescence pour montrer qu'en fait, un thérapeute a besoin d'acquérir une multitude d'outils qui sont souvent assez différents. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les thérapeutes souvent sont formés à une méthode et ils vont ensuite se spécialiser sur d'autres outils. Ils vont compléter leur formation première avec d'autres formations. Donc de toute façon, la réalité du terrain, c'est que les formateurs sont polyvalents, on va dire. Et nous, on a voulu structurer ça à partir d'un tronc commun. Donc, on a cette formation, elle propose un tronc commun des outils de base de la psychothérapie. Et ensuite, on a des cycles à la carte qui permettent à chaque thérapeute d'aller se spécialiser sur ce qui lui parle le plus, c'est-à-dire l'outil qui lui convient le mieux. Donc, c'est clair que dans ces outils, on a vraiment toutes les approches corporelles. Donc, on a des cycles de massage, on a des cycles qui travaillent avec le mouvement, on a des cycles qui travaillent avec la relation, on a des cycles qui travaillent plus avec la conscience, avec les états de conscience élargis. Donc, on a vraiment plein de propositions et on a cette vision assez finalement multiple de l'individu. On pense que l'individu est avant tout un être qui présente une multitude de facettes et on peut l'aborder de par toutes ces facettes-là. Et donc, c'est intelligent d'avoir plein d'outils qui permettent de passer par une facette ou par une autre selon le besoin. Oui, et selon peut-être aussi, j'allais dire, les capacités de chacun et les affinités de chacun, puisqu'on ne passe pas tous par les mêmes endroits. C'est ça, exactement. Et puis, selon la problématique, selon le niveau qu'on a besoin d'aller toucher, est-ce que ça va être un niveau plutôt régressif? Est-ce que ça va être un niveau plutôt adulte qui est capable de faire des prises de conscience importantes? Est-ce que ça va être un niveau plutôt en état élargi de conscience où on va chercher des ressources dont on n'a pas forcément conscience en état vigile? Alors, on a plein de stratégies différentes en fait dans la thérapie et donc c'est important d'avoir tous ces outils, toutes ces cartographies pour mieux travailler en fait dans l'accompagnement individuel. Eh bien, c'est très complet. Est-ce qu'il y a un site, on pourrait déjà renseigner le site? C'est Arborescence avec une orthographe latine, donc en fait c'est arborescence, donc avec un C E-N-S à la fin, .org. Voilà, sinon l'autre façon d'y accéder, c'est éventuellement d'aller sur mon site, donc myriamgablier.fr, et vous trouverez un onglet sur mes formations qui vous mènera directement au site d'Arborescence. Eh bien, merci Myriam pour cette belle émission. Merci à vous, vraiment, c'est toujours une opportunité de pouvoir partager cette passion que j'ai pour le corps. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes passionnées. Et puis là, je vais vous laisser vous préparer pour votre conférence de cet après-midi, puisque vous allez aborder le thème de l'inconscient. Voilà, dans ce beau village d'Auvillard. C'était Myriam et son invitée du mois, Myriam Gablier, pour l'émission Envie de sagesse. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à tous!